Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Emmanuel Véron. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes docteur en géographie, spécialiste de la Chine contemporaine et des relations internationales à l'INALCO. Votre dernier ouvrage s'appelle « La Chine face au monde, une puissance irrésistible ». On voulait revenir à propos d'irrésistible avec vous sur ces derniers jours au cours desquels la Chine a occupé l'actualité internationale pour différentes raisons. D'abord parce que viennent de s'achever 3 jours de gigantesques exercices militaires autour de Taïwan, manœuvre d'encerclement en réaction à la rencontre entre la présidente taïwanaise et le président de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy. C'était en Californie. On a compté 12 navires de guerre et 91 avions au dernier jour de l'opération hier. Qu'est-ce que Pékin a démontré ? Eh bien, je crois qu'on est là sur une mise sous pression, à la fois de la société taïwanaise, de l'appareil diplomatique taïwanais, puis de l'ensemble, si vous voulez, de l'appareil d'État de Taïwan. Pression mise du côté de Pékin, par Pékin, sur Taïwan, précisément, pour organiser des manœuvres d'exercice de simulation d'un blocus de l'île, pour étouffer l'île, étrangler l'île, et progressivement la séparer potentiellement de ses capacités d'approvisionnement pour l'amener dans la matrice de la République populaire de Chine. Autrement dit, on est sur des logiques de simulation d'actes de guerre. Et les mots sont importants. Précisément pourquoi ? Parce que Tsai Ing-wen, la présidente de Taïwan, a transité par les États-Unis et a rencontré un certain nombre d'officiels, vous parliez de McCarthy, et s'était rendu en direction de pays d'Amérique centrale qui reconnaissent pour certains, 2 ou 3, 2 précisément, Taïwan comme étant un pays à part entière. Donc on est sur un exercice de pression, un exercice d'intimidation qui vise côté Pékin à se normaliser, si je puis dire, à normaliser ce niveau de pression pour à terme décourager toutes les forces possibles de soutien de Taïwan pour phagocyter Taïwan et prendre Taïwan dans la matrice République populaire de Chine. Est-ce que ça marche ? À ce stade, ça ne marche pas. La Chine instrumentalise le temps moyen, le temps long. En tout cas, on voit bien qu'il y a dans cette modalité d'usage de la force la possibilité d'une action qui est encore plus intense. Le sujet est le suivant, c'est que probablement qu'à travers ces drills, à travers ces exercices-là, la Chine ne souhaite pas tant faire une invasion militaire de Taïwan, parce que ça serait extrêmement compliqué, extrêmement coûteux. Et puis il y a en toile de fond les alliances américaines en Asie-Pacifique et la présence militaire en Asie-Pacifique qui est très substantielle, si je puis dire, avec notamment le Japon, la Corée du Sud, Taïwan bien évidemment, qui relie Taïwan aux États-Unis par des accords de sécurité, des garanties de sécurité, le Taiwan Relation Act depuis une quarantaine d'années, 1979 précisément, qui confirme, si vous voulez, de la livraison de matériel, de la formation dans les officiers, si vous voulez, des armées taïwanaises, terre, air, mer, mais également, si vous voulez, de la transmission de matériel, nous le disions. Et puis, c'est le déploiement, la consolidation des forces armées militaires américaines, de nouveau aux Philippines, qui montre bien qu'on a ici une sorte de consolidation d'une ligne de front face aux menaces chinoises, face à l'expansion chinoise, notamment à la militarisation de son approche militaire. Donc la Chine n'aurait pas intérêt aujourd'hui, l'année prochaine, dans quelques années, à un conflit ouvert avec Taïwan ? On est sur des logiques de dissuasion. Non pas nucléaire, bien évidemment, même si on est en présence de puissances nucléaires. La Chine est une puissance nucléaire, les États-Unis sont une puissance nucléaire, bien évidemment. Mais on est sur des logiques de dissuasion avec attention à ne pas franchir la ligne rouge, parce que nous avons des moyens qui vous permettront de vous stopper à peu près immédiatement. Donc la Chine intègre ce dispositif-là, si je puis dire, américain, dans ses doctrines, dans sa stratégie, et va continuer d'agiter la menace de la guerre, la menace de l'usage de la force, mais privilégiera des stratégies allusives, des stratégies indirectes de étouffement, d'étranglement de Taïwan dans les prochaines années. Sauf qu'en face, Taïwan résiste. On a vu une société taïwanaise, même ou un état-major taïwanais dire plus ils nous mettent la pression, plus nous, au contraire, ça nous entraîne justement à tester nos résistances, un genre de stress test d'une certaine façon. Et puis, de l'autre côté, il faut rappeler que les États-Unis qui cultivent, vous l'avez dit, la théorie de l'ambiguïté stratégique avec Taïwan ne se sont jamais engagés officiellement à venir au secours de Taïwan si les choses venaient à s'aggraver. Oui, alors effectivement, il y a deux choses. Il y a le côté, commençons par Taïwan et son organisation face aux menaces et aux agressions récurrentes, quotidiennes de la République populaire de Chine, et notamment à travers ce paroxysme des 3 derniers jours,
avec la parenthèse que les exercices se poursuivent ce matin. sous une autre forme, avec une autre appellation. Ce n'est plus la Joint Forward Operation, mais c'est d'autres entraînements, d'autres manœuvres qui mobilisent plusieurs dizaines d'aéronefs, plusieurs dizaines de navires, si on en croit les déclarations du ministère de la Défense de Taïwan. Donc revenons à Taïwan. Taïwan s'organise précisément parce que la pression est quotidienne et on a une évolution de cette organisation, bien évidemment, comme vous l'avez précisé, au niveau des états-majors taïwanais, qui travaillent tous les jours sur plein de scénarios, en coordination de plus en plus étroite avec les Américains, mais aussi les Japonais, et puis peut-être d'autres acteurs régionaux, en Asie-Pacifique, en Indo-Pacifique. Et puis, il y a au regard de la situation de la guerre en Ukraine et de l'offensive russe depuis plus d'1 an maintenant, la société civile taïwanaise qui prend conscience de plus en plus d'une meilleure organisation face à une potentielle agression, mais qui soit dans la logique que l'on vient d'observer ces derniers jours de guerre psychologique, c'est-à-dire de montée en pression informationnelle, communication avec un agresseur extrêmement coercitif, extrêmement agressif, si vous voulez, en face, de l'autre côté du détroit, et donc d'une meilleure organisation, d'une meilleure coordination au sein de la société taïwanaise, de la société civile taïwanaise. Et rappelons, à la veille, en matière de guerre psychologique, d'un exercice électoral important pour Taïwan, puisque l'on aura en janvier 2024 les élections présidentielles de Taïwan. Deuxième volet, c'est les garanties de sécurité américaines, la présence américaine. Bien évidemment que les Américains, à travers le Taiwan Relation Act, ont ces accords, ces garanties de sécurité qui se doivent de former un certain nombre de personnels, de former un certain nombre d'officiers taïwanais dans les différentes armées, nous le disions, et de livraison de matériel. Mais ces modalités-là sont extrêmement fines et observées au cas par cas par l'administration américaine, par le Pentagone. Pourquoi ? Parce que si on a un engagement trop fort américain, à la fois diplomatique et militaire, cela servirait, si vous voulez, d'argument pour Pékin de dire « mais vous voyez bien, l'agresseur est là, ingérence américaine, etc. » Donc servir, si je puis dire, des éléments de langage et de rétorsion de Pékin. Donc on a, et c'est important je crois de le rappeler, dans cette relation Taïwan-Amérique, un certain nombre de choses subtiles et fines qui ne sont pas forcément toujours bien perçues. En quelques mots, vous l'avez évoqué à l'instant, le parallèle qu'on entend de ci, de là entre l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la pression que met la Chine sur Taïwan. Est-ce que pour vous cette comparaison est entendable ? Oui, je crois que le parallèle est entendable, bien évidemment pas sur l'ensemble, parce que Taïwan n'est pas l'Ukraine, la Chine n'est pas la Russie, etc. En matière politique, en matière militaire, en matière d'organisation de leur société, de gouvernance, et puis bien évidemment de l'environnement stratégique. On n'est pas tout à fait sur la même géographie entre la frontière biélorusse, russe et ukrainienne et République populaire de Chine et Taïwan, la mer, la continuité géographique des terres, etc. En revanche, là où c'est comparable, c'est dans les modalités, contre le droit international. La logique d'agression, de retournement des narratifs, à savoir que l'on se victimise côté Kremlin, côté Pékin, en disant qu'on est sur des ingérences et des agressions américaines, etc. Donc on a une convergence, si vous voulez, un faisceau de paramètres convergents contre l'Occident, contre les États-Unis et contre, si vous voulez, l'idée même de démocratie libérale. En cela, on a des points très convergents. Côté organisation, à la fois des états-majors et bien évidemment des sociétés face à la guerre, on a aussi des points de convergence. Pourquoi ? Parce que l'usage de la force est bien une question du XXIe siècle. La haute intensité, à savoir la guerre pour de vrai, est bien une question du XXIe siècle, et on le voit tristement tous les jours. Et le spectre et la possibilité d'une haute intensité dans le détroit de Taïwan sur Taïwan se précise de plus en plus, même si je crois qu'il est important de rappeler que Pékin y risquerait beaucoup politiquement, et donc va continuer d'agiter la possibilité de la guerre, mais cherchera à vaincre sans combattre. D'autant qu'on rappelle d'un mot que des exercices militaires ont lieu régulièrement. Il y en a eu à une intensité encore plus forte l'été dernier, après la visite historique de Nancy Pelosi sur l'île. Je voudrais quand même qu'on parle on a évoqué la ligne des États-Unis, je voudrais qu'on parle de la ligne de la France. Emmanuel Véron, le président Macron a suscité l'incompréhension à son retour de Pékin chez ses alliés, en appelant entre autres à ne pas être suiviste des États-Unis sur le sujet et notamment celui de Taïwan. Déjà, quelle est votre analyse de ces propos et est-ce que pour vous, ils changent quelque chose ? Oui, je crois que les propos du président de la République, alors il ne m'appartient pas de commenter dans le détail et donner un avis sur les propos du président à titre personnel. En matière d'analyse stratégique concernant ce dossier taïwanais, la sécurité dans le détroit, on peut être assez dubitatif de ce type de déclaration. Pourquoi ? Parce que depuis plusieurs années maintenant, Paris comme Bruxelles essayent de travailler à une clarification
d'une politique indo-pacifique. Quelles sont nos relations commerciales, quelles sont les logiques de souveraineté, quelles sont les logiques de droit international à faire respecter. Et on observe que sur chacun de ces sujets, commerce, droit international, souveraineté, etc., la Chine, pays important du système international, dans lequel Emmanuel Macron vient de se rendre avec Ursula von der Leyen pour une journée, précisément ne respecte pas chacun de ces paramètres. Problématique sur le commerce, propriété intellectuelle, pillage, espionnage, etc. Problématique à l'Organisation mondiale du commerce. Sur le droit international, on est en permanence sur un viol du droit international. Je renvoie à Hong Kong, qui pour les Taïwanais est un précédent, les concernant eux directement. D'où le vote massif en 2020 pour l'actuelle présidente effectuant son deuxième et dernier mandat, Tsai Ing-wen, qui est du parti DDP, indépendantiste. Et puis, sur la logique, si vous voulez, de souveraineté, quand on regarde l'ensemble géographique de la Chine, mer de Chine méridionale, on a une réaffirmation de la souveraineté chinoise contre le droit international. Et donc, on a les déclarations du président de la République qui me semblent assez contradictoires par rapport à nos propres intérêts, par rapport à nos propres enjeux, à nos alliés européens, à notre allié, bien évidemment, britannique, malgré le Brexit, à notre allié américain, de longue date, le plus ancien, et bien évidemment à nos partenaires, et on pourrait dire alliés, en Asie-Pacifique, précisément en Indo-Pacifique. Je pense au Japon. Quid de Taïwan, même si Taïwan n'est pas reconnu officiellement par l'appareil d'État français. Et bien évidemment, je pense à l'Inde, je pense à l'Australie ou à la Corée du Sud. Donc des propos qui ont ouvert beaucoup d'interrogations. On avait encore beaucoup de questions à vous poser, Emmanuel Véron. C'est passionnant, mais le temps nous manque. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes docteur en géographie, spécialiste de la Chine contemporaine et des relations internationales à l'INALCO. Il vous faudra revenir donc. Merci encore.